Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous, Christophe, qui a suivi ses rêves, qui est une véritable star aujourd'hui et qui est avec nous tous les jours sur Radio J. Moi, je voulais pas devenir astronaute, donc tout va bien. Alors, Christophe, beaucoup d'actualités à voir. On va évidemment parler de ce qui se passe en Europe, mais d'abord de ce qui nous concerne également, de ce qui effectivement nous touche. C'est ce qui se passe en Israël avec la libération des otages du Hamas qui semble compliqué désormais puisqu'on sait que suite aux humiliations subies, Israël refuse que les détenus palestiniens pour l'instant soient libérés. Donc le Hamas a suspendu l'accord avec l'État hébreu. Est-ce qu'on va, selon vous, vers une impasse du cessez-le-feu ? Je ne le crois pas. Je pense qu'il y a un moment de difficulté. C'est pas le premier, ce n'est pas le dernier. Je ne pense pas qu'on puisse dire impasse parce que je pense qu'il y a maintenant une force motrice qui fait que toutes les impasses se débouchent. Ce sont les États-Unis de Donald Trump. Et Donald Trump ne peut pas accepter que ce processus de cessez-le-feu n'aille pas à son terme, c'est-à-dire à la libération de tous les otages et au respect des accords. En fait, le Hamas mène 3 guerres à Israël depuis le 7 octobre 2023. Une guerre terroriste avec les massacres que l'on a vus, une guerre de guérilla urbaine, c'est celle qui a fait tomber des centaines de soldats de Tsahal, et puis une guerre de communication. Et dans cette guerre de communication, du début, c'est-à-dire la mise en image et la transmission des horreurs commises le 7 octobre jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire la mise en scène de la libération des otages, eh bien dans cette guerre de communication, le Hamas a eu très souvent l'avantage, pas toujours, mais très souvent. C'est ce qui lui a permis de tromper une grande partie de l'opinion mondiale et de la dresser contre Israël. On l'a vu avec une flambée de l'antisémitisme partout, notamment dans la jeunesse des campus américains ou européens. Et puis, c'est ce qui lui permet aussi aujourd'hui de recruter, de refaire son image, de repartir pour une offensive politique et une offensive qui à terme sera aussi une offensive militaire. C'est pourquoi ces mises en scène de libération d'otages sont particulièrement dangereuses. Ce n'est pas tant pour la gloriole que peut en tirer le Hamas à titre provisoire, c'est surtout l'effet que ça peut avoir sur une rue palestinienne qui, par le ressentiment, par la haine, peut être encline à rejoindre les rangs du Hamas. C'est là-dessus qu'il faut être vigilant. Et je pense que Netanyahou a bien fait de marquer un coup d'arrêt, mais ce ne doit être qu'un coup d'arrêt avant la reprise du processus de libération. Alors on va rester justement dans la région au Proche-Orient. L'aviation israélienne qui s'est invitée aux obsèques par ailleurs de l'ex-leader du Hezbollah au Liban. Alors des funérailles organisées en grande pompe, vous l'avez vu Christophe. Est-ce que c'est un signe de la renaissance du mouvement qui a quand même été bien affecté après les attaques d'Israël ? Renaissance, non. Permanence, oui. On voit bien que le Hezbollah n'a plus les moyens militaires qu'il avait il y a quelques mois. Contrairement à 2006, il a perdu cette fois-ci la guerre sur le champ de bataille. Et même si la victoire d'Israël n'a pas été totale, elle a été magistrale. Le Hezbollah, néanmoins, demeure une force qui est le bras armé de l'Iran. Le bras armé politique, le bras armé propagandiste et éventuellement le bras armé terroriste et militaire. La défaite face à Israël, mais surtout la chute du maillon syrien, ont quand même précipité le Hezbollah dans un moment de faiblesse, mais pas de disparition. Là encore, cette démonstration dans le stade visait aussi à recruter des esprits et peut-être demain des troupes, plus qu'à montrer la capacité d'une véritable contre-offensive. Résistance, dit le Hezbollah. S'ils disent résistance, c'est évidemment pour se payer de mots, parce qu'ils ne peuvent pas dire contre-attaque. Ils n'en ont plus les moyens. Mais en fait, on le sait bien, le Hezbollah, comme tous les proxys de Téhéran, le Hezbollah ne verra son sort réglé que quand le problème sera réglé à Téhéran. Alors, est-ce que ça sera par la force, Israël, les États-Unis ? Est-ce que ça sera par la diplomatie ? Est-ce que ça sera à un moment donné par la révolution du peuple iranien, on ne sait pas, mais le régime installé en 1979 s'arrêtera un jour et c'est à ce moment-là seulement que le Hezbollah tombera comme un fruit mûr et qu'on pourra peut-être reconstruire une paix durable dans cette région du monde. En tout cas, Israël continue de cibler le Hezbollah à différents endroits, des bâtiments utilisés par le groupe terroriste pour stocker des armes qui ont été frappés ce week-end. Alors on parle aussi de ce qui se passe en Europe, sur la scène politique, en Allemagne, avec ces législatives, Christophe, les conservateurs de la CDU-CSU remportent des élections marquées par le score historique de l'extrême droite. Alors comment expliquer ce retour de la droite, Christophe ? D'abord par l'échec de la coalition. Le mélange gauche-droite, ça n'a pas fonctionné. C'est une sorte de « et en même temps » qui a été déjugé par les Allemands. Ensuite,
eh bien, le peuple allemand a pris conscience des problèmes que nous devons affronter. Par rapport à l'élection de 2021, que s'est-il passé? La Russie qui passe à l'attaque en Ukraine, l'augmentation des attentats ou des actes d'insécurité liés à l'immigration ou à l'islam. Enfin bref, que des thèmes qui ont servi la droite allemande. Plus le retour de Trump aux États-Unis qui donne l'impression qu'il faut avoir déjà un pouvoir fort, mais qui est aussi un vent de populisme qui souffle sur l'Europe. Et là, le score de l'AfD, de l'extrême droite, est peut-être à relier directement à la campagne ouverte que Vance ou Musk ont fait en faveur de l'AfD, en faveur de l'extrême droite allemande. Nous vivons donc un moment extrêmement particulier, d'abord parce qu'il va y avoir du mal pour Merz à constituer une coalition majoritaire en Allemagne. Est-ce qu'il s'appuiera uniquement sur les socialistes, reconstruisant ce « et en même temps » qui a été rejeté? Est-ce qu'il ira chercher une majorité plus large? Est-ce qu'il aura les moyens de sa politique? Et puis surtout, il y a maintenant une extrême droite qui est à 20%. Elle a doublé son score. Ce n'est pas un parti résiduel, c'est plus que cela. C'est quand même une extrême droite extrêmement inquiétante. Ce n'est pas Marine Le Pen. Elle a d'ailleurs rompu avec l'AfD quand ils ont parlé de remigration. C'est une extrême droite encore plus extrémiste que celle que nous connaissons en France. Alors justement, ça c'est intéressant. On a vu la réaction du chancelier allemand Olaf Scholz qui a dit assumer la responsabilité de cette amère défaite, entre guillemets. Le résultat des élections est mauvais et j'en assume la responsabilité. Vous dites, ce n'est pas Marine Le Pen. Alors concrètement, que veut faire par exemple l'AfD qui doit nous inquiéter, Christophe? Alors, il y a plusieurs couleurs d'extrémisme dans l'AfD, mais ils ont quand même, lors des dernières européennes, lancé l'idée d'une remigration, c'est-à-dire d'un renvoi massif et hors du cadre de l'état de droit, apparemment, de centaines de milliers d'immigrés. Rompre avec le droit d'asile, rompre avec le statut des réfugiés, ça n'est pas acceptable dans l'Europe de 2025. Donc si un jour l'AfD arrive au pouvoir, soit elle aura connu un processus d'édulcoration, de banalisation à la mode Le Pen en France, soit elle restera cette AfD qui a quand même des racines qui la plongent dans le nazisme. Il y a quand même au sein de l'AfD des nostalgiques du nazisme. Évidemment, tous les électeurs de l'AfD ne sont pas nazis, mais tout ce qui en Allemagne ressemble à du néonazisme vote pour l'AfD. Donc nous sommes véritablement là, dans un carrefour de vérité pour le peuple allemand et pour l'histoire allemande. Soit c'est conjoncturel, parce que nous avons un nœud de problèmes, notamment sécuritaires et migratoires, et cette AfD se délitera dans quelques mois ou dans quelques années, soit c'est le début d'une ère très sombre. Nous devons, nous, Européens, faire autour de l'Allemagne un bloc pour les convaincre de prendre la bonne direction. Nous ne sommes plus dans les années 30. L'histoire ne bégaye pas. Nous n'allons pas vers une guerre entre la France et l'Allemagne. Nous sommes deux pays extrêmement liés, et le fait que Merz, un élu de la Rhénanie du Nord, un élu proche des convictions européennes, soit maintenant au pouvoir, doit nous aider à consolider le couple franco-allemand, à consolider une Europe démocratique et à permettre de juguler les extrêmes de l'intérieur. Nous avons, nous, le défi Le Pen en France, il y a d'autres défis en Italie ou en Hongrie, il y a ce défi AfD maintenant en Allemagne. Ce sont les démocrates de tous ces pays qui, en s'uniant autour des valeurs européennes, autour des valeurs humanistes, qui arriveront à guérir cette fièvre. Alors, il y aura quand même une opposition. On a vu que le parti Die Linke a obtenu hier le plus de voix à Berlin, notamment. Alors, que dire de la gauche allemande? Dans quel état elle se trouve aujourd'hui en Allemagne, Christophe? La gauche allemande est en miettes. La gauche qui sort du pouvoir est essorée, vous l'avez dit avec Scholz. Les extrêmes gauches se répartissent le terrain. On avait eu aux européennes une montée en puissance de Sarah Wagenknecht avec son parti BWV. On a là un peu un retour de Die Linke. Ça commence à ressembler à ce qu'on connaissait en France avant que Mélenchon n'impose la NUPES et le nouveau Front populaire. Alors est-ce qu'on va vers ce scénario-là en Allemagne, c'est-à-dire une extrême gauche qui finit par dominer psychologiquement et politiquement la gauche social-démocrate? On n'en est pas là, parce qu'ils ont un mode de scrutin différent du nôtre. Ou est-ce que l'on va, en Allemagne, tout doucement, vers une éclipse de la gauche, une disparition pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans? Et là, ça ressemblera peut-être à ce qu'on connaît en Israël, où on a l'impression que la gauche n'existe plus depuis de nombreuses échéances électorales. Donc il y a une grande alerte existentielle sur la gauche allemande. Alors dans l'actualité internationale également, Christophe, il y a cette rencontre entre le président français Emmanuel Macron qui sera reçu aujourd'hui par son homologue américain à la Maison-Blanche, le jour même du 3e anniversaire de l'invasion russe. Emmanuel Macron qui devrait faire des propositions à Donald Trump, notamment sur l'Ukraine. Alors qu'est-ce qu'il peut dire à Donald Trump? Alors,
Il y a ce que le président de la République va dire publiquement. Il l'a d'ailleurs déjà confié l'autre jour dans une interview télévisée avec des internautes. Je vais dire à Trump, a-t-il simulé, a-t-il joué, qu'il ne peut pas être faible avec Poutine, ça n'est pas ta marque de fabrique, ça n'est pas ton projet. Bon, ça c'est ce que l'on sait. Puis il y a tout ce qu'on ne sait pas et qu'on ne saura peut-être jamais, c'est-à-dire le rapport de force souterrain. Emmanuel Macron, les Européens ont des arguments à mettre sur la table. Pour la guerre économique, les tarifs douaniers, la guerre pourrait être terrible aussi pour les États-Unis, et puis pour l'aspect militaire. Sans l'OTAN, nous ne sommes pas grand-chose, mais sans nous, l'Amérique serait très affaiblie. Et l'Amérique aura peut-être besoin de nous ailleurs sur la planète et ne peut pas se fâcher avec l'Europe. Donc il y aura un véritable bras de fer entre les deux hommes. Sur l'Ukraine, je pense que le président de la République française va reconnaître qu'on va vers une partition, ça sera la rançon du cessez-le-feu, et qu'il faut donc gérer, organiser la sécurité de l'Europe en Ukraine. Donc des troupes non combattantes sur le terrain, un armement très puissant pour éviter une réplique de l'attaque de 2022, c'est sans doute ce qu'Emmanuel Macron va essayer d'imposer aux États-Unis. Il ne sera pas seul, puisque Keir Starmer, le Britannique, c'est-à-dire une puissance nucléaire hors Union européenne, est sur la même ligne. Donc ces deux-là devraient pouvoir convaincre un tout petit peu Trump de revenir à la raison. Alors il nous reste un peu moins de 2 minutes, Christophe, et je voulais aussi qu'on revienne sur l'actualité en France avec cette attaque terroriste à Mulhouse. Un clandestin sous OQTF, donc obligation de quitter le territoire français, algérien, qui à nouveau tue dans notre pays. Concrètement, que faire ? D'abord, comme le dit Bruno Retailleau, créer un rapport de force avec l'Algérie pour que l'Algérie reprenne ses ressortissants expulsés. Apparemment, elle a refusé celui-ci une dizaine de fois. Ça n'est pas possible. Il faut donc mettre la pression sur l'Algérie, peut-être en recommençant le bras de fer sur les visas pour que les Algériens dangereux qui doivent être expulsés chez eux partent vraiment. Ensuite, Bruno Retailleau a parlé d'impossibilisme juridique, c'est-à-dire qu'en France, l'état de droit, les règles qu'on applique font qu'on relâche dans la nature des gens dangereux. Dangereux pour des raisons criminelles de droit commun, parfois pour des raisons islamistes, parfois pour des raisons psychiatriques, et parfois les trois à la fois. Il faut donc pouvoir les retenir hors de la société. C'est pas simple. Il faut bouger le droit. La rétention de sûreté, ça ne s'improvise pas. Et il faudra aussi beaucoup d'argent pour mener cette politique. Et le gouvernement français qui doit se réunir aussi mercredi pour aborder spécifiquement la question du contrôle de l'immigration. Alors à quoi s'attendre très rapidement, Christophe ? Oh bien, on va avoir de nouveau le même débat. Comment mieux expulser, comment mieux intégrer ceux qu'on accepte et comment contrôler les flux. Mais tout ça ne pourra pas se régler avant la présidentielle. C'est à ce moment-là que les Français feront leurs choix fondamentaux puisqu'on ne peut pas faire de référendum sur l'immigration. La présidentielle, c'est le moment où les candidats devront proposer des programmes crédibles et réalisables. Merci beaucoup Christophe, on a fait le tour de l'actualité avec vous, toujours très efficace. Christophe, on vous retrouvera demain matin à 7h45. Est-ce que vous avez déjà votre invité peut-être à nous annoncer ? Nous sommes en train de peaufiner le programme. Très bien, très bien, merci beaucoup Christophe, à demain.